Je reçois constamment des publicités pour des chips, des glaces, des biscuits. Maintenant, ça me tente encore plus qu'avant. La députée Magali Lopez est l'instigatrice de cette loi votée en août dernier, après des mois de bataille féroce contre les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Nos enfants sont trop petits pour comprendre tout le mal qu'engendre ce type de produit sur leur santé. Et malheureusement, les enfants sont la chair à canon de ces grandes industries alimentaires. Elles ont trouvé en eux les clients parfaits. Alors que les enfants mexicains sont toujours privés d'école à cause de la crise sanitaire, le temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux a grimpé en flèche. L'interdiction de la vente directe est un premier pas, mais le combat contre la malnutrition infantile s'annonce de longue haleine. La météo, avec la cure thermale du Mont d'Or pour les douleurs articulaires. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. La météo, avec la cure thermale du Mont d'Or pour les douleurs articulaires. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Préserver la biodiversité et s'engager pour le climat sont des démarches centrales chez Jardin Bioéthique. Chaque jour, nous imaginons des solutions. Comme par exemple cette année, en remplaçant les capsules plastiques de nos pâtes à tartiner par des capsules métal, nous avons économisé 27 tonnes de plastique. Austérité, déflation, flexisécurité. Les termes économiques vous effraient, vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Au moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello, à voir sur France 24 et france24.com. Il est 21h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. À la une ce soir, aux États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat va être remis par les démocrates. Ce sera l'ouverture formelle du procès de l'ancien président pour incitation à l'insurrection. Il pourrait voir à terme son avenir politique compromis. On en parlera avec notre invité Jean-Éric Brana. Le laboratoire Merck interrompt sa recherche de 2 vaccins anti-Covid, dont celui développé avec l'Institut Pasteur en France. La nouvelle tombe mal, alors que les laboratoires ou sociétés de biotech dont les vaccins sont déjà sur le marché ont du mal à répondre à la demande. Et la France semble se diriger vers un nouveau confinement, le 3e, alors que l'inquiétude grandit sur la progression rapide des variants du virus. La décision sera prise lors d'un conseil de défense mercredi. Quels sont les différents scénarios? On verra cela dans cette édition. Aux
États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat pour incitation à l'insurrection en lien avec les incidents du Capitole va donc être remis tout à l'heure par les démocrates. Ce sera, je vous le disais, l'ouverture formelle du procès de l'ancien président qui pourrait voir son avenir politique compromis. David Gilles. À partir de ce lundi soir, la procédure d'impeachment sera officiellement entre les mains du Sénat. La Chambre des représentants s'apprête à lui transmettre l'acte d'accusation contre Donald Trump, adopté le 13 janvier dernier. Mardi, les sénateurs prêteront serment, devenant ainsi les juges du milliardaire pour la seconde fois en un peu plus d'un an. Le camp démocrate espère cette fois le faire condamner pour incitation à l'insurrection pour sa responsabilité dans l'attaque du Capitole le 6 janvier. Tout le monde veut mettre ce chapitre horrible de l'histoire américaine derrière nous. Mais le cacher sous le tapis ne permettra pas de guérir. La seule voie de la guérison, c'est de vraiment rendre des comptes, ce que permettra ce procès. Ce nouveau procès, dirigé par le président de la Cour suprême, doit démarrer la semaine du 8 février. Les démocrates, avec désormais 50 sièges au Sénat, ont besoin de 17 voix républicaines pour obtenir la majorité des 2/3 nécessaires à une condamnation. Mais le parti de Donald Trump, très fragilisé depuis les événements du Capitole, ne semble toujours pas prêt à abandonner l'ex-président, qui reste le chef de file du courant populiste majoritaire au sein de son électorat. Ce procès est stupide et contre-productif. Il y a déjà une flamme incandescente dans ce pays, et c'est comme si on prenait de l'essence et qu'on aspergeait ce feu avec. Mitt Romney, seul sénateur républicain à avoir voté contre le président lors de la première procédure l'année dernière, sera sans surprise de nouveau pour une condamnation. D'autres ralliements pourraient désormais en partie dépendre de cet homme, Mitch McConnell, leader républicain du Sénat, qui a dit ne pas savoir encore dans quel sens il votera. On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Éric Brana, professeur à l'Université Paris 2 Assas et spécialiste des États-Unis. Bonsoir Jean-Éric Brana, merci d'être avec nous sur France 24. C'est donc le début d'une procédure historique puisque c'est la première fois qu'un ex-président subit un procès après avoir quitté ses fonctions. Quelle que soit l'issue, c'est important que ça se déroule aujourd'hui. Alors, il me semble que c'est important, effectivement, et c'est l'argument des démocrates qui poussent pour l'impeachment en expliquant qu'il y a eu une attaque contre la démocratie, contre le Capitole. C'est un saut qui a quand même interloqué tout le monde, pour utiliser un mot plutôt neutre, doit effectivement passer maintenant par une sanction. Alors, la sanction, ça ne veut pas dire forcément condamnation, mais en tout cas, ça veut dire procès. Pour que, en tout cas, les uns et les autres puissent s'expliquer. L'attaque sur le Capitole, elle est certaine, elle est condamnée par tout le monde, par Trump lui-même, qui juge également que c'était grave. Maintenant, tout l'enjeu va être de prouver que les propos du président ont poussé à cet assaut, mais je fais remarquer que dans cet article d'empêchement, de mise en accusation, il n'y a pas que cette attaque, il y a également les propos qu'il a eus avec Brian Roethlisberger, c'est-à-dire le responsable des élections de Géorgie, à qui il demandait de trouver 11 800 voix. Ça aussi va être largement discuté et là aussi c'est indéniable puisqu'il y a l'enregistrement. Alors comment va se dérouler concrètement la procédure maintenant au Sénat et combien de temps va durer ce procès? Alors la procédure est assez simple, elle est très codée. Ce soir, là, dans 4 heures exactement, on va avoir une procession qui va partir de la Chambre des représentants, puisque c'est Nancy Pelosi qui mène la charge et qui va donc demander aux managers, qui sont nombre de 9, de partir du côté du Sénat. Ils vont arriver au Sénat et remettre cet article d'accusation de façon là aussi très formelle. Eux forment donc symboliquement les procureurs qui ont normalement enquêté, et cette fois-ci, on l'a remarqué, il n'y a pas eu d'enquête, puisque ça a été en mondovision sur toutes les caméras de télévision. Les démocrates ont estimé que ça suffisait ainsi. Et ensuite, le Sénat devient le jury, comme dans comme dans n'importe quel tribunal. Et donc, à partir de demain, ils vont jurer de respecter la Constitution et de faire leur devoir de jury pour étudier les charges et voir si Donald Trump doit être condamné ou pas. Le procès va s'ouvrir le 9 février. Il devrait être très rapide parce qu'en réalité, il gêne beaucoup Joe Biden, ce procès. Il l'empêche de nommer ses ministres, de mettre en place sa politique, en particulier le plan d'urgence contre la Covid qui doit être voté très rapidement pour soulager les Américains, et puis ensuite toutes les autres lois dont il aura besoin pour pouvoir réussir les 100 premiers jours. Tout ça va très vite, et c'est vrai que si le procès durait, eh bien, il peut durer 3 mois. Si c'était le cas, Joe Biden ne pourrait pas gouverner puisque les sénateurs se doivent à ce procès totalement.
Donc il va falloir aller vite et moi je pense que ce sera plutôt un procès très rapide contre une semaine et 10 jours. De toute façon l'affaire est entendue. Soit Donald Trump sera relâché, enfin il ne sera pas condamné, soit il le sera. Tout est dans les mains maintenant des républicains et c'est vraiment eux qui vont décider du sort et de l'avenir de Donald Trump. Et s'il est effectivement condamné, ensuite la justice américaine pourra le déclarer inéligible et donc compromettre son avenir politique? Alors, ce n'est pas la justice américaine, c'est également le Sénat. Le Sénat a toute l'attitude pour décider de ce qu'il veut, et c'est vrai que c'est une disposition que peut rajouter le Sénat, qui le fera certainement, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui d'avoir un impeachment si il n'y a pas ce type de sanction. En réalité, il ne s'agit pas de destituer, il n'est plus au pouvoir. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu un non-sens. C'est d'ailleurs une branche d'attaque pour les républicains qui explique que la Constitution explique que c'est pour destituer. Donc, ce procès n'a aucun sens, même s'il y a un précédent dans le passé du temps du président Grant. Mais effectivement, le but maintenant est de le rendre inéligible, et c'est en tout cas ce qu'espèrent les démocrates et pas mal de républicains, il faut quand même le dire. Alors pour autant, Jean-Éric Brana, on sait, le trumpisme reste très ancré aux États-Unis. D'ailleurs, Joe Biden, dans tous les décrets qu'il est en train de signer, il ne revient pas sur toutes les politiques de Donald Trump. Il vient d'ailleurs de signer un décret donnant la priorité aux entreprises et produits américains dans les marchés passés avec l'État fédéral. Est-ce qu'en faisant cela, qu'en signant ce type de décret, il donne justement des gages à tous ces millions d'Américains qui ont voté Trump? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a une tendance au protectionnisme qui est très très forte, qui était là bien avant Donald Trump, qui sera là bien après lui. Alors vous savez qu'on colle un petit peu tout ça dans un grand sac qui s'appelle Trumpisme. Trump était un personnage, il n'a pas réellement d'idéologie. On ne peut pas taxer Trump d'être arrivé avec un programme au départ qu'il a suivi à la lettre, même si ses supporters expliquent qu'il a tenu ses promesses. En réalité, il a récupéré le programme du Parti républicain. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, c'était bien dit dans votre reportage, c'est la frange populiste du Parti républicain qui est devenue majoritaire. Ce qui va se passer derrière, on ne le sait pas aujourd'hui. Ce que fait Biden est tout à fait autre chose. Il s'agit aujourd'hui de sortir de cette crise à laquelle fait face les États-Unis. Son programme qui s'appelle Buy American, effectivement, Trump l'avait accusé de plagiat en disant qu'il copiait sur lui. C'est pas tout à fait vrai puisque ça se fait dans un multilatéralisme. C'est juste que les règles sont un petit peu trafiquées, on va le dire comme ça. En tout cas, nous de France, on peut facilement le dire, puisque par exemple pour les marchés publics, Biden propose qu'on favorise les produits américains et les entreprises américaines, ce qui n'est pas très fair-play, il faut le dire. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, pour votre éclairage ce soir. Et parmi les décrets signés ces dernières heures par Joe Biden, celui qui autorise les personnes transgenres à servir dans l'armée américaine, il revient donc ainsi sur une décision très controversée de son prédécesseur. Les associations de défense des droits de l'homme ont été émues à l'époque, on s'en rappelle. Direction maintenant l'Italie, où le président du Conseil, Giuseppe Conte, va sans doute démissionner demain. C'est en tout cas ce qu'on apprend ce soir des médias italiens. La défection le 13 janvier du parti de Matteo Renzi avait privé la coalition gouvernementale de sa majorité parlementaire. Je vous le disais en titre, c'est l'un des grands laboratoires à s'être lancé dès le début de la pandémie de Covid-19 dans la course au vaccin. L'américain Merck interrompt sa recherche de 2 potentiels vaccins, dont celui développé en partenariat avec l'Institut Pasteur en France. Les résultats ne sont visiblement pas au rendez-vous. La nouvelle tombe mal, alors que les laboratoires ou sociétés de biotech, dont les vaccins sont déjà sur le marché, ont du mal à répondre à la demande. Kevin Baptiste. Nouveau coup dur pour la recherche française. Faute d'efficacité suffisante, l'Institut Pasteur renonce à son principal projet de vaccin anti-Covid. À la suite de résultats intermédiaires de ces cliniques de phase 1, l'Institut Pasteur arrête le développement de l'un de ses candidats vaccins. Motif de l'abandon du projet basé sur la technique classique du vaccin, une immunité inférieure à celle des malades guéris naturellement et des résultats moins bons que ceux des vaccins déjà autorisés, Pfizer, BioNTech et Moderna, développés eux selon une nouvelle technique. Quand on voit l'efficacité des vaccins ARN messagers, la question de savoir si l'efficacité est suffisante compte tenu de ces nouveaux vaccins, c'est-à-dire si elle passera la barre de la comparaison avec ces nouveaux vaccins se pose. Maintenant qu'on a eu ces vaccins à base d'ARN messager en moins d'1 an, on passe la barre très haut. L'Institut Pasteur, qui travaillait avec le groupe pharmaceutique américain Merck, annonce qu'il poursuit ses recherches
sur 2 autres candidats vaccins encore au stade préliminaire. L'annonce de l'Institut intervient alors qu'un autre fleuron tricolore, Sanofi, a déjà averti. Son vaccin a pris du retard et il ne sera pas prêt avant la fin de l'année, en cause des résultats là encore moins bons qu'attendus. De son côté, Merck abandonne un autre projet de vaccin et se retire donc de la course. Voilà, et sachez que la société de biotech Moderna assure que son vaccin basé sur la technique dite de l'ARN messager est bien efficace contre les variants britanniques et sud-africains du Covid-19, en tout cas au terme des essais cliniques effectués à ce jour. L'annonce rassure alors que l'on s'interroge effectivement sur l'efficacité des vaccins face aux différentes mutations du virus, le variant sud-africain étant à cet égard le plus préoccupant. Explication de Julia Sig. Trois variants de la Covid-19 préoccupent particulièrement la communauté scientifique et posent la question de savoir s'ils réduisent l'efficacité des vaccins disponibles actuellement. Pour ce qui est du variant britannique qui se propage actuellement en Europe, il existe 3 études en prépublication, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été revues par des pairs, qui indiqueraient que le variant britannique n'a pas la capacité d'échapper aux anticorps créés par les vaccins de Pfizer et Moderna, et que donc les mutations qui le caractérisent ne sont pas assez conséquentes pour modifier assez sa structure pour qu'ils échappent effectivement à ces anticorps spécifiques induits par la vaccination. Les choses sont beaucoup moins claires par rapport aux variants sud-africains et brésiliens qui, eux, ont au moins 2 autres modifications génétiques dites préoccupantes que le variant britannique n'a pas. Et selon une étude américaine, d'ailleurs, le variant sud-africain pourrait réduire l'efficacité des vaccins de 40%. Et à l'heure où l'industrie pharmaceutique peine à produire assez de vaccins en masse nécessaires, eh bien, ces variants pourraient effectivement encore plus ralentir le processus vaccinal. Aujourd'hui, BioNTech et Moderna ont annoncé travailler sur un nouveau vaccin adapté à ces variants. Ils ont d'ailleurs 2 techniques à leur disposition. Soit ils vont éviter un tout nouvel ARN, soit ils vont intégrer 3 ARN messagers dans la même capsule vaccinale, l'un ciblant le virus traditionnel et les 2 autres, les 2 variants considérés comme dominants dans chaque région. Alors aujourd'hui, les scientifiques maintiennent que ces vaccins devraient rester assez efficaces dans les mois à venir, mais que le problème finalement avec les variants, c'est plus lié au fait que ça crée de nouvelles vagues de contamination. Et dans un contexte de recrudescence épidémique, la France doit décider cette semaine si elle reconfine ou non sa population pour la 3e fois. La décision va être prise lors d'un conseil de défense mercredi. Quels sont les différents scénarios envisagés? Le récit de nos confrères de France. Alors que l'hypothèse d'un confinement se dessine, où placer le curseur des possibles interdictions? Tout le monde n'est pas procureur, mais chaque Français possède un avis bien tranché. Il vaut mieux faire un bon confinement, une bonne fois pour toutes. Je trouve que les écoles restent ouvertes. Et je plaide tous les petits commerces aux alentours si jamais leur seront fermés encore. D'abord, les déplacements pourraient être limités. Mais dans quel rayon? 1 kilomètre, comme au plus fort du confinement, 20 km comme fin novembre, ou plus élargi encore. Cet épidémiologiste plaide pour la mesure la plus stricte. Si on laisse aux gens une marche de 20 km, ils vont aller voir, moi je vais aller voir ma vieille mère, des gens vont prendre des transports en commun par exemple, ou pour prendre leur voiture, ils vont aller dans des supermarchés plus grands, ça va augmenter les croisements. Et tout ça, c'est comme ça que le virus circule. Le risque, ce serait des vacances d'hiver chacun chez soi. Un scénario déjà redouté dans les stations de ski, où les professionnels du tourisme sont en difficulté. Pour cette hôtelière, ce serait une double peine. Maintenant qu'on n'a plus les remontées mécaniques et que la saison semble être une saison blanche, il va vraiment, si on a un nouveau confinement, on s'en sortira pas. Quel serait alors le sort des écoles où le nombre de cas positifs progresse? 371 classes et 64 établissements ont même fermé leurs portes, 3 fois plus en une semaine. Certains de nos voisins européens, comme l'Angleterre, ont prononcé des fermetures nationales. Mais pour le ministre de l'Éducation, pas question d'en arriver là. L'école reste essentielle pour nos enfants. Je préfère les modalités qui ont prévalu en novembre avec les établissements ouverts. Reste la question des commerces, jugés non essentiels. Le MEDEF plaide pour les laisser ouverts, contrairement aux 2 premiers confinements. Ce qu'on demande, nous, c'est de trouver le bon équilibre. Ce bon équilibre, c'est pour laisser les commerces ouverts, ne pas retomber dans ce débat un peu absurde sur non essentiel, essentiel, comme il y a eu au mois de novembre. L'une des tentations pour le gouvernement, attendre la fin des soldes, une période cruciale pour les enseignes de vêtements, comme ici à Bordeaux. Ça nous bloque notre trésorerie, les stocks sont payés.
Donc, si vous ne les évacuez pas, vous n'avez pas de quoi racheter les prochains stocks, en fait. Hein. Le confinement n'est pas encore décidé, mais en coulisses, toutes les options sont déjà étudiées. De leur côté, les Autrichiens ont mis leurs masques en tissu au placard. Les protections de type FFP2 sont désormais obligatoires pour les plus de 14 ans dans les transports, les magasins ou encore les cabinets médicaux. Une mesure similaire annoncée aussi en Allemagne. Le masque FFP2 sera là aussi obligatoire dans les transports et les commerces. Et c'est déjà le cas depuis lundi en Bavière. C'est un reportage signé Laurent Desbonnets de France. Depuis une semaine, gare de Munich, presque tous les voyageurs portent un masque FFP2. Chaque nouvelle mesure nous protège un peu plus. Tout le monde devrait tirer dans le même sens. Je pense que les autres masques suffisaient, et puis celui-là reste cher. C'est désormais une obligation sous peine de sanction. Porter un masque FFP2 dans les transports en commun, mais aussi les commerces, comme ce supermarché. Alors les pharmacies sont prises d'assaut. En Bavière, 2,5 millions de masques sont distribués gratuitement pour 500 000 personnes en difficulté financière. Pour les autres, il faut payer jusqu'à 5 € pièce. Et les prix pourraient encore augmenter. Ce grossiste reçoit des masques fabriqués en Chine et selon lui, la demande explose. Pour le moment, nous, on revend ces masques moins d'1 €, mais les prix vont augmenter, donc ça signifie que pour le client final, ça va devenir beaucoup plus cher. Et c'est vraiment dommage. On aurait dû anticiper pour les rendre meilleur marché pour les consommateurs. Et pour ceux qui parviennent à en acheter, encore faut-il savoir bien les utiliser. Les masques FFP2 sont à l'origine réservés aux médecins, notamment dans les hôpitaux. Il y a des règles à respecter. Les gens doivent apprendre à les porter correctement. Et par exemple, ceux qui portent une barbe ne sont pas en mesure de porter correctement un masque. Les poils empêchent le masque d'épouser absolument les contours du visage. Les masques FFP2 restent dans tous les cas plus efficaces que les masques chirurgicaux ou en tissu. D'ici la fin de la semaine, l'évolution du nombre de cas en Bavière permettra de dire si oui ou non cette mesure est efficace. Allez, sur une note beaucoup plus légère, on va partir en Savoie où s'est déroulé le week-end dernier, malgré l'épidémie de Covid-19, la 38e édition du concours de sculpture sur neige. 15 équipes se sont affrontées au gars. L'envol du silence, une œuvre collective et premier prix du 38e concours de sculpture sur neige de Valois. La commune de Savoie, dans le sud-est de la France, a maintenu l'événement malgré la pandémie de Covid-19. Un changement tout de même, seuls des sculpteurs français étaient autorisés à participer cette année. Pour admirer les 15 équipes d'artistes au travail puis leurs œuvres, la mise en place du protocole sanitaire est simple. La galerie se trouve en plein air au centre du village, à près de 1400 mètres d'altitude. Pour partir des blocs de neige de 4 mètres de haut et parvenir au résultat final, plus de 3 jours de travail dans le froid sont nécessaires. Toutes ces œuvres, celles en tête du podium comme la dernière, partagent le même destin, fondre à vue d'œil du public. Après une bonne fréquentation lors des fêtes de fin d'année et le maintien de cette compétition, Valoir a de quoi se réjouir un peu. Mais avec l'annonce de la non-réouverture des remontées mécaniques au 1er février, la montagne française déplore déjà une saison blanche et attend les mesures de soutien de l'État entre espoir et résignation. Et c'est l'heure de reparler économie avec Mme Mascarello. Rebonsoir Myriam. Le ton monte donc très nettement entre AstraZeneca et l'Union européenne. Bruxelles exige plus d'explications sur les retards de livraison du vaccin développé conjointement avec l'Université d'Oxford. Oui, il ne sera autorisé que dans 4 jours en Europe, mais ça peut dire qu'il est très attendu, ce vaccin, parce qu'il est moins cher et il est plus facile à conserver que ses prédécesseurs. Et puis de toute façon, il est bien qu'on est à court de vaccins, qu'il n'y a pas assez de doses pour tout le monde. Alors, le laboratoire AstraZeneca, il avait reçu 336 millions d'euros de Bruxelles pour 300 millions de doses au moins. Ça doit être milliards d'ailleurs, je ne suis pas sûre de mon chiffre. Enfin, il avait reçu une grosse somme d'argent pour donc livrer 300 millions de doses au moins. Il a annoncé, ce laboratoire, qu'il ne livrerait que 40% des doses promises au premier trimestre. Et ça, pour les Européens, c'est inacceptable. En tout cas, les explications qui leur ont été données semblent parfaitement insatisfaisantes. Écoutez. L'Union européenne a préfinancé le développement du vaccin et sa production et veut maintenant en voir les résultats. L'Union européenne veut savoir exactement où et combien de doses ont été produites par AstraZeneca jusqu'à présent, si elles ont été livrées ou à qui elles ont été.
Voilà. Selon AstraZeneca, eh bien, les livraisons ralentiront à cause d'un problème de production de rendement sur un site en Belgique. Alors à Bruxelles, on fait remarquer que certes, mais que les doses pourraient tout aussi bien arriver sur le continent expédiées depuis le Royaume-Uni, que AstraZeneca, jusque-là, dans les pays où c'était autorisé à livrer sans retard et sans problème d'autres destinations que les Européens. Et puis chez AstraZeneca, les noms d'oiseaux ne volent pas parce qu'on ne nomme personne, mais tout de même, le porte-parole regrette aussi le comportement égoïste de certains pays. Donc il y a de la tension dans l'air. L'épidémie de Covid-19 est hautement toxique pour l'emploi. L'Organisation internationale du travail, une agence onusienne, a fait les comptes. Oui, et pour l'OIT, c'est la crise la plus grave pour le monde du travail depuis la Grande Dépression des années 30. Donc même la crise financière de 2009 n'est pas aussi grave. C'est donc le directeur de l'OIT qui le dit et qui étaye ses propos avec des chiffres. En 2020, explique-t-il, l'équivalent de 255 millions d'emplois et donc ont disparu, et donc des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Julie Choupeau nous donne plus de détails. As a consequence of all of this, there have been massive losses in global labour market income, equivalent, and this is before income support, equivalent to $3.7 trillion US dollars. And that means 4.4% of global gross domestic product. An extraordinary figure. C'était donc un sonore de l'Organisation internationale du travail. L'épidémie, rappelons-le, Myriam a déjà fait plus de 2 millions de morts et creusé les inégalités partout sur la planète. Oxfam revient sur ce constat dans son dernier rapport. Oui, c'est un rapport annuel, mais c'est vrai que sur les inégalités, Oxfam le fait chaque année, c'est vrai qu'en 2021, il prend un relief encore plus particulier avec cette question, puisque la crise aggrave les inégalités. Est-ce qu'il faut demander aux plus riches de faire preuve de plus de solidarité? Cette question, nos confrères de France 2 se la sont posées. Regardez. Faut-il taxer davantage les plus riches? Oui, selon l'organisation Oxfam, car la crise creuse les inégalités. Selon leur rapport, les 1000 personnes les plus riches dans le monde ont effacé leurs pertes liées à la pandémie en 9 mois, alors qu'il pourrait falloir 10 ans aux plus pauvres pour se relever. Mieux, ces milliardaires se seraient même enrichis de 3200 milliards d'euros en 2020. Une tendance aussi observée en France, selon Oxfam. Les 43 milliardaires français qu'on compte aujourd'hui, ils se sont aussi enrichis de 175 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois le budget de l'hôpital public. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement prenne des mesures pour taxer davantage ces grandes fortunes. L'intervention des banques centrales sur les marchés financiers, les plans de relance déclenchés par les États, tout cela a rassuré les bourses du monde entier. Plus 25% par exemple pour l'action LVMH. D'où l'idée pour certains d'un retour de l'impôt sur la fortune ou encore d'un prélèvement sur les transactions financières. L'Argentine vient de créer une taxe. En France, la question fait débat. Ça fait maintenant des années que leur richesse explose, qu'elle n'a jamais cessé d'exploser cette année, et qu'en plus, ils reçoivent des aides de l'État. Donc si vous additionnez les deux, ça devient insupportable, parce que c'est nous tous qui payons en réalité la fortune de ces plus riches. On a déjà des impôts assez élevés, évidemment, pour les riches. L'impôt en France est très progressif. On a aussi l'État qui taxe le plus au monde. Une hausse des impôts exclue jusqu'ici par le président de la République. Emmanuel Macron lui garde le cap de ces réformes. Pas question de rétablir donc l'impôt sur la fortune, pas question d'arrêter non plus la baisse des impôts sur les sociétés. Le président français poursuit sa politique pro-business. Il l'a dit ce lundi devant une centaine de patrons étrangers lors de l'événement Choose France pour attirer les investisseurs. C'était en vidéoconférence. Le forum de Davos s'est reporté à mai prochain, mais cette semaine, les puissants de la politique et des affaires échangent en visioconférence là aussi. Et l'une des stars de l'événement reste le président Xi Jinping. Oui, qui faisait ses premières déclarations depuis l'accession de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et Pékin voit les présidents américains changer, mais le discours reste le même. Protectionnisme, voilà l'ennemi. Xi Jinping appelle au multilatéralisme. Écoutez-le. 在国际上搞小圈子、新冷战、排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，
只能把世界推向分裂甚至对抗。 La Chine, c'est le grand rival des États-Unis, notamment dans la course à la technologie, qui donnera le pouvoir, la puissance et notamment économique. Joe Biden promet d'approcher, je le cite, la relation sino-américaine avec patience, mais sa secrétaire au Trésor a déjà prévenu, nous devons, je la cite, nous attaquer aux pratiques abusives, injustes et illégales de la Chine. Quelle est la couleur des marchés actions ce soir, Myriam? Rouge, définitivement rouge en Europe où la pandémie s'aggrave, les mesures sanitaires sont de plus en plus sévères. Donc, on va voir ensemble donc, les indices européens qui sont à l'unisson. Paris a reculé d'un 57%, moins 66% à Francfort, moins 0,84% à Londres et moins 1,60% à Milan. À Wall Street, la tendance est plus hésitante, avec du vert, du rouge, et puis vous voyez, bon, toujours le cas. À un moment, tout est passé au rouge, mais là, le Dow Jones reste sous le niveau de la mer à moins 0,36%, mais le S&P 500 gagne 0,10% et le Nasdaq 0,35% pour le moment. Merci beaucoup, Myriam. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris. Chaque semaine, entrez dans les coulisses des batailles économiques. Au cœur de la guerre économique, Ali Laïdi décrypte avec son invité les stratégies commerciales des entreprises et des États, là où tous les coups sont permis. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par Ali Laïdi, à voir sur France 24 et sur France24.com. La météo, avec la cure thermale du Mont d'Or pour les douleurs articulaires. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. La météo, avec la cure thermale du Mont d'Or pour les douleurs articulaires. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. L'actualité africaine se poursuit sur France 24. Ce soir, Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence des continents aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Liberté, égalité, actualité. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com. Il est 21h30 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. Aux États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat va être remis tout à l'heure par les démocrates. Ce sera l'ouverture formelle du procès de l'ancien président pour incitation à l'insurrection. Il pourrait voir à terme son avenir politique compromis. Précision à suivre de Mathieu Mabin à Washington. Le laboratoire Merck interrompt sa recherche de 2 vaccins anti-Covid, dont celui développé avec l'Institut Pasteur en France. La nouvelle tombe mal alors que les laboratoires ou sociétés de biotech dont les vaccins sont déjà sur le marché ont du mal à répondre à la demande. Et puis la France semble se diriger vers un nouveau confinement, le 3e, alors que l'inquiétude grandit sur la progression rapide des variants du virus. La décision sera prise lors d'un conseil de défense mercredi. Quels sont les différents scénarios envisagés? On verra cela dans cette édition.
l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat pour incitation à l'insurrection lors des violences du Capitole va donc être remis tout à l'heure par les démocrates. Ce sera l'ouverture formelle, je vous le disais, du procès de l'ancien président qui pourrait, le cas échéant, voir son avenir politique définitivement compromis. Les précisions à Washington de Mathieu. C'est un épisode constitutionnel qui, avant l'ère Trump, revêtait un caractère exceptionnel. Eh bien, ce n'est plus le cas. À 19h, heure de Washington, 1h du matin, heure de Paris, les élus de la Chambre des représentants marcheront pour la seconde fois vers le Sénat pour y déposer un nouvel acte d'accusation. L'Amérique tout entière avait déjà pu suivre la marche très protocolaire qui encadre la remise du texte à la Chambre haute. C'était il y a un peu plus d'un an pour la première mise en accusation de Donald Trump. Mais attention, cette fois, l'objectif poursuivi par les élus démocrates ne peut pas être la destitution de Donald Trump, et pour cause, on ne destitue pas un président qui n'est plus en exercice. Il s'agira pour les sénateurs tout simplement, après un procès et une étude scrupuleuse de l'acte d'accusation, de décider par le vote si Donald Trump est oui ou non coupable d'avoir incité à l'insurrection. Autre précision, il faudra que ce vote soit exprimé à la majorité des 2/3, c'est-à-dire concrètement que 17 élus républicains sur les 50 qui siègent au Sénat votent la culpabilité de l'ancien président. Autre point de droit constitutionnel américain tout à fait important, même si les sénateurs s'expriment dans le cadre d'un procès, on l'a dit, il ne faut absolument pas oublier que ces élus agissent dans le cadre de leur pouvoir législatif et non judiciaire. C'est donc à une juridiction pénale qu'il pourrait appartenir d'exploiter la culpabilité reconnue par le Sénat dans le but de prononcer une sanction. Or, la perspective de cette sanction est dans tous les esprits, et elle est en réalité l'objectif ultime poursuivi par le camp démocrate, confisquer à Donald Trump une partie de ses droits civiques et notamment le condamner à l'inéligibilité, ce qui reviendrait à le tuer politiquement, tout simplement. Vous le disiez en titre, c'est l'un des grands laboratoires à s'être lancé dès le début de la pandémie de Covid-19 dans la course aux vaccins. L'américain Merck interrompt sa recherche de 2 potentiels vaccins, dont celui développé en partenariat avec l'Institut Pasteur en France. La nouvelle tombe mal alors que les laboratoires ou sociétés de biotech dont les vaccins sont déjà sur le marché ont du mal à répondre à la demande. De son côté, la société de biotech Moderna assure que son vaccin basé sur la technique dite de l'ARN messager est bien efficace contre les variants britanniques et sud-africains du Covid-19, en tout cas au terme des essais cliniques effectués à ce jour. Et cette annonce rassure alors que l'on s'interroge effectivement sur l'efficacité des vaccins face aux différentes mutations du virus, le variant sud-africain étant à cet égard le plus préoccupant. L'explication de Julia Cyr. 3 variants de la Covid-19 préoccupent particulièrement la communauté scientifique et posent la question de savoir s'ils réduisent l'efficacité des vaccins disponibles actuellement. Pour ce qui est du variant britannique qui se propage actuellement en Europe, il existe 3 études en prépublication, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été revues par les pairs, qui indiqueraient que le variant britannique n'a pas la capacité d'échapper aux anticorps créés par les vaccins de Pfizer et Moderna, et que donc les mutations qui le caractérisent ne sont pas assez conséquentes pour modifier assez sa structure pour qu'ils échappent effectivement à ces anticorps spécifiques induits par la vaccination. Les choses sont beaucoup moins claires par rapport aux variants sud-africains et brésiliens qui, eux, ont au moins 2 autres modifications génétiques dites préoccupantes que le variant britannique n'a pas. Et selon une étude américaine, d'ailleurs, le variant sud-africain pourrait réduire l'efficacité des vaccins de 40%. Et à l'heure où l'industrie pharmaceutique peine à produire assez de vaccins en masse nécessaires, eh bien, ces variants pourraient effectivement encore plus ralentir le processus vaccinal. Aujourd'hui, BioNTech et Moderna ont annoncé travailler sur un nouveau vaccin adapté à ces variants. Ils ont d'ailleurs 2 techniques à leur disposition. Soit ils vont éditer un tout nouvel ARN, soit ils vont intégrer 3 ARN messagers dans la même capsule vaccinale, l'un ciblant le virus traditionnel et les 2 autres, les 2 variants considérés comme dominants dans chaque région. Alors aujourd'hui, les scientifiques martèlent que ces vaccins devraient rester assez efficaces dans les mois à venir, mais que le problème finalement avec les variants, c'est plus lié au fait que ça crée de nouvelles vagues de contamination. Et dans un contexte de recrudescence épidémique, la France doit décider cette semaine si elle reconfine ou non sa population pour la 3e fois. La décision doit être prise lors d'un conseil de défense mercredi. Quels sont les différents scénarios envisagés? Le récit de nos confrères de France. Alors que l'hypothèse d'un confinement se dessine,
Où placer le curseur des possibles interdictions? Tout le monde n'est pas procureur, mais chaque Français possède un avis bien tranché. Il vaut mieux faire un bon confinement, une bonne fois pour toutes. Je prie pour que les écoles restent ouvertes. Et je plaide tous les petits commerces aux alentours si jamais ils leur seront fermés encore. D'abord, les déplacements pourraient être limités. Mais dans quel rayon? 1 kilomètre, comme au plus fort du confinement, 20 km comme fin novembre, ou plus élargi encore. Cet épidémiologiste plaide pour la mesure la plus stricte. On laisse aux gens une marche de 20 km, ils vont aller voir, moi je vais aller voir ma vieille mère, des gens vont prendre des transports en commun par exemple, ils vont prendre leur voiture, ils vont aller dans des supermarchés plus grands, ça va augmenter les croisements. Et tout ça, c'est comme ça que le virus circule. Le risque, ce serait des vacances d'hiver chacun chez soi. Un scénario déjà redouté dans les stations de ski, où les professionnels du tourisme sont en difficulté. Pour cette hôtelière, ce serait une double peine. Maintenant qu'on n'a plus les remontées mécaniques et que la saison semble être une saison blanche, il va vraiment, si on a un nouveau confinement, on s'en sortira pas. Quel serait alors le sort des écoles où le nombre de cas positifs progresse? 371 classes et 64 établissements ont même fermé leurs portes, 3 fois plus en une semaine. Certains de nos voisins européens, comme l'Angleterre, ont prononcé des fermetures nationales. Mais pour le ministre de l'Éducation, pas question d'en arriver là. L'école reste essentielle pour nos enfants. Je préfère les modalités qui ont prévalu en novembre avec les établissements ouverts. Reste la question des commerces, jugés non essentiels. Le MEDEF plaide pour les laisser ouverts, contrairement aux 2 premiers confinements. Ce qu'on demande, nous, c'est de trouver le bon équilibre. Ce bon équilibre, c'est pour laisser les commerces ouverts, ne pas retomber dans vous savez, ce débat un peu absurde sur non essentiel, essentiel, comme il y a eu au mois de novembre. L'une des tentations pour le gouvernement, attendre la fin des soldes, une période cruciale pour les enseignes de vêtements, comme ici à Bordeaux. Ça nous bloque notre trésorerie, les stocks sont payés. Donc si vous ne les évacuez pas, vous n'avez pas de quoi racheter les prochains stocks en fait. Hein. Le confinement n'est pas encore décidé, mais en police, toutes les options sont déjà étudiées. Allez, restez avec nous sur France 24. Dans quelques minutes, vous retrouverez Myriam Amedal, le journal de la L'impact d'Internet sur votre quotidien, les dernières innovations de la planète numérique, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique. Tech 24, présenté par Marjorie Paillon et Guillaume Gradet. À voir sur France 24 et france24.com. Est-ce que la voiture électrique du futur volera? Au fait, non. Elle aura un tableau de bord 3D pour qu'on soit au courant de tout, tout le temps. Et elle roulera longtemps? Oui, on pourra aller super loin. Elle se rechargera rapidement? Oui, et on pourra la recharger à la vitesse de l'éclair. Pour les jours exclusifs, Pulsar électrique avec la 1200 XT suréquipée à partir de 179 € par mois. L'un des symboles de la ville, aujourd'hui totalement détruit. Cette crise d'humanité entretenue par ce blocus, Avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale, La circulation est interdite. le résultat de ce scrutin, c'est donc un camouflet pour la politique de rapprochement. Avec une hausse des moyens de 4,5 milliards de dollars. In front of the publication of the day's newspaper, Le mouvement de la navigation, c'est un petit peu surprenant. C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez bienvenue sur France 24. À la une ce soir, ces chiffres au Mozambique, 6 morts, des milliers de sans-abri et 7000 déplacés. Le pays est frappé par des intempéries et c'est la région déjà dévastée il y a 2 ans par le cyclone Idai qui est touchée. La situation est critique selon les équipes de secours et les humanitaires.
La justice ougandaise qui se prononce en faveur de l'opposant Bobi Wine, elle a ordonné aux forces armées de mettre fin à son assignation à résidence. Les soldats et les policiers lourdement armés entourent sa maison et l'empêchent d'en sortir. Les 10 ans de la révolution égyptienne portée par la vague des printemps arabes, le pays s'est soulevé pour, entre autres, des raisons économiques et sociales. Aujourd'hui, selon des chiffres officiels, 32% des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. On fera le bilan à la fin de ce jour. Le cyclone Héloïse vient frapper le Mozambique 2 ans après le passage d'Idaï qui avait causé des dégâts considérables. Il y a déjà 6 morts, dont un enfant de moins de 2 ans, 7000 déplacés et des milliers de sans-abri. On fait le point avec nos jours. Le cyclone tropical Héloïse a laissé derrière lui un océan de destruction. Des écoles, maisons, cliniques et routes dans la région de Sofala, au centre du Mozambique, ensevelies ou disloquées. Des milliers de personnes attendent encore d'être évacuées dans le district de Gouzi. E não consegue subir para lá. E quando ele para lá, todas as coisas deixam para dentro, só leva a roupa. Lá já não tem sítio para ficar. Agora estamos mal, porque estamos sofrendo. La tempête a baissé en intensité depuis samedi, mais elle continue sa progression. En Afrique du Sud, des cours d'eau ont débordé dimanche dans la province de Limpopo. Plusieurs accès au célèbre parc Kruger ont été interdits et un pont s'est effondré. Héloïse est le dernier en date d'une série de cyclones dévastateurs dans la région. En 2019, 700 personnes sont mortes à cause des intempéries. Il est encore trop tôt pour évaluer l'ensemble des dégâts, mais on sait déjà que cette tempête est moins violente. Même si son parcours n'est pas encore terminé, des pluies torrentielles devraient s'abattre sur le Botswana mardi. En Centrafrique, 44 rebelles qui étaient tués dans une offensive des forces pro-gouvernementales. La semaine dernière, les autorités avaient décrété l'état d'urgence. Le pays est plongé dans un nouveau cycle de violence depuis la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Les attaques des groupes rebelles ont poussé des milliers de civils à fuir vers l'est du Cameroun. La région a déjà accueilli plus de 5000 réfugiés centrafricains. Tony Menga, Regina Sando s'y sont rendus. Voyez le reportage. Au bout du bitume, la frontière du Cameroun avec la Centrafrique fermée et placée sous pont de garde de l'armée camerounaise. Une fermeture qui n'empêche pas l'accueil de réfugiés centrafricains fuyant les récents combats en Centrafrique. La plupart sont accueillis dans ce campement de Gado, à une trentaine de kilomètres de la zone frontalière. Les attributions des avis comptent de la taille de famille. Ce matin, Maurice Moussouravi est sur le pied de guerre. Avec son équipe du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, ils ont dirigé 300 nouveaux abris d'urgence dans le camp. De quoi loger les milliers de Centrafricains qui ne cessent d'arriver. Nous avons enregistré plus de 5000 personnes. Il faut jeter tous l'effort pour pouvoir soulager tant ça peut la souffrance de cette population déjà vulnérable. Des personnes vulnérables, comme Vanessa, cette jeune femme handicapée a fui la Centrafrique avec ses 2 jeunes filles. Elle est l'une des 270 réfugiés à s'être échappée des villages du nord-ouest du pays, régulièrement ciblés par les co-rebelles. Si mes sœurs n'étaient pas venues me chercher à boire, mes enfants et moi aurions certainement été abattus par les rebelles. Ici, j'ai le sentiment de retrouver la tranquillité. Je ne suis pas certaine de vouloir un jour retourner dans mon pays. Des attaques de rebelles centrafricains qui se multiplient sur ce corridor, principal axe d'approvisionnement entre le Cameroun et la Centrafrique, provoquant le blocus de ces centaines de camions dans la ville frontalière de Kawangoulaye. Impossible pour eux de poursuivre leur voyage vers Bangui à cause de l'insécurité. Depuis un mois, 860 transporteurs survivent ainsi en épuisant leurs maigres rations alimentaires. Des chauffeurs qui ont des cargaisons de denrées périssables, comme au bain. Ce conducteur centrafricain est sans nouvelles de sa famille, resté en Centrafrique. Nous sommes des transporteurs, on n'est même pas dans le politique. Mais ce qui passe maintenant, sur notre route, on ne sait même pas. On est bloqué, on est dépassé même. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, ce regain de violence en Centrafrique a poussé plus de 60 000 civils à fuir vers les pays voisins.
Au Mali, 6 hommes armés à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur des gendarmes à un checkpoint à l'entrée de la ville de Goundam, sur la route menant à Tombouctou. L'un d'entre eux est décédé. Après quelques échanges de tirs, les assaillants ont pris la fuite. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont 2 attaques djihadistes qui ont causé la mort de 6 soldats maliens, 18 autres ont été blessés. L'attaque s'est déroulée dans le centre du pays. Les précisions d'Anne-Fleur Lespio. Selon une source militaire malienne, ces affrontements auraient duré environ 1 heure. Lors de ces 2 attaques simultanées, une quarantaine de motos et un lot important de matériel militaire, entre autres des armes, des munitions et des radios appartenant aux terroristes, ont été saisis par l'armée malienne. D'après notre source, ces attaques sont survenues en représailles à l'opération Eclipse, une opération conjointe menée par les forces françaises, maliennes et du G5 Sahel, précisément dans cette zone-là. Alors, durant les opérations à Boulkessi, l'aviation française a également neutralisé plusieurs cibles terroristes. Alors, il faut savoir que les camps de Boulkessi et Mondoro ont déjà été attaqués par le passé. En 2019, ils avaient été la cible d'une des attaques les plus meurtrières qu'a connu le Mali depuis la crise en 2012. Une quarantaine de soldats avaient été tués dans une double attaque revendiquée par le JNIM, principal groupe terroriste affilié ici à Al-Qaïda. Pour rappel, le centre du Mali est devenu depuis 2015 l'un des principaux foyers de violence, des violences qui s'étendent dans la zone des 3 frontières qui séparent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aujourd'hui théâtre de nombreuses attaques djihadistes. En Ouganda, la justice a ordonné ce lundi aux forces armées de mettre fin à l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine. La maison de l'opposant est encerclée depuis l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Ni lui ni son épouse n'ont pu en sortir. Le candidat à la présidentielle qui conteste la victoire à un 6e mandat du président sortant Yoweri Museveni affirme être privé de ses droits. Écoutez-le. 6 hours later now, plus de 6 heures après cet ordre, les militaires et la police encerclent toujours notre maison. Ils verrouillent toujours notre portail et ils ne laissent personne rentrer ou sortir. Les journalistes, nos avocats, nos amis ne peuvent pas nous voir. Nous demandons le soutien et l'aide d'institutions régionales et nationales, des pays d'Afrique de l'Est, de l'Union africaine, de l'ONU, de tous les citoyens de bonne volonté. Il est évident que le général Museveni utilise toujours le pouvoir militaire d'une manière partisane pour museler ses opposants et les droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ces affrontements à la frontière entre la Somalie et le Kenya ont fait au moins 9 morts et plusieurs blessés des 2 côtés selon les différentes sources somaliennes. Mogadiscio accuse des troupes kenyanes d'être entrées sur son territoire pour attaquer des bases fédérales somaliennes. Nairobi nie toute implication. Les États-Unis qui ferment leurs frontières à l'Afrique du Sud pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Le nouveau président Joe Biden a pris de nouvelles mesures drastiques. De nombreux pays sont concernés. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent et les autorités observent la propagation d'un variant plus contagieux sur son territoire. Des nouvelles de Diarisso, la jeune Sénégalaise étudiante en France, disparue début janvier. Elle a été retrouvée saine et sauve selon un communiqué du consulat du Sénégal à Paris. En compagnie de son parrain, le ministre de l'eau, qui a pris l'étudiante sous son aile. Elle s'est déclarée surprise et désolée de l'émotion qu'elle a causée. Et aujourd'hui, les Égyptiens commémorent le 10e anniversaire de la Révolution, celle déclenchée par une vague de manifestations sans précédent place Tahrir et qui a vu la chute du président Hosni Moubarak. À l'époque, les slogans des révolutionnaires c'était « Paix, liberté, justice sociale ». Qu'en est-il une décennie après? Où en est l'économie égyptienne? Voyez ce reportage d'Edouard Dropsy et Pierre Guillaume. Rituel matinal pour Mina. Comme tous les jours, ce jeune père de famille part acheter le petit déjeuner pour ses enfants de 3 et 6 ans. Mais désormais, il doit faire attention à ses dépenses. Avant, je réussissais à économiser, mais aujourd'hui, la vie devient de plus en plus dure. J'ai juste de quoi subvenir à mes besoins. Confrontée à une crise économique après la révolution de 2011, l'Égypte a dû multiplier les plans d'austérité pour obtenir du FMI un prêt de 15 milliards d'euros. Conséquence, l'inflation a dépassé le cap des 30% en 2017. Avec son salaire de 200 € par mois, Mina a de plus en plus de mal à payer toutes ses charges.
Le coût de la vie a augmenté. Pour tout l'immeuble, on doit payer 50 ou 100 euros en eau et électricité. Où est le gouvernement? Ce n'est pas juste. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier populaire, Nina se consacre à l'élevage de pigeons en parallèle de son travail de chiffonnier. Avec la certitude de pouvoir compter sur ses oiseaux en cas de coup dur. Élever des pigeons, c'est assez facile. Même avec moi dans ce team, je peux les nourrir. Je les achète quand ils sont petits, et je les fais grossir, et ensuite je les revends. Une paupérisation de la classe moyenne qui inquiète dans un pays où un tiers des habitants vit déjà sous le seuil de pauvreté. Direction du Nigeria, où le gouvernement a demandé aux opérateurs de bloquer les cartes SIM des utilisateurs qui n'ont pas de numéro national d'identité. Et les habitants se heurtent à des jours entiers d'attente dans les centres d'inscription désormais saturés. Laurent Mastéché. Des centaines de Nigérians se pressent devant les portes de l'hôtel du groupe pour tenter d'obtenir leur numéro national d'identité. Alors que certains patientent depuis plusieurs heures sous un soleil de plomb, les esprits commencent à s'échauffer. Le mois dernier, le gouvernement nigérian demandait aux opérateurs téléphoniques de bloquer toute carte SIM non associée à un numéro national d'identité. L'annonce a provoqué une ruée vers les bureaux d'inscription qui se sont vite retrouvés saturés. Hearing that tomorrow they're going to block my SIM because I'm not registered as SIM card, so I just have to get up and come to this place. Certains disent revenir pour la 7e ou 8e fois afin d'obtenir le numéro magique. Frustrés par ce manque d'organisation, ils sont également nombreux à s'inquiéter pour leur santé. Car dans ces flux compacts, les gestes barrières sont rarement respectés. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement tente de centraliser les données personnelles et biométriques des Nigériens. Un processus que les autorités espèrent accélérer grâce à l'ultimatum sur les cartes SIM, car au Nigeria, le téléphone portable représente un outil de travail essentiel pour une majorité de la population. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On nous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et France 24. Lentilles, pois ou surtout soja. La France n'en produit pas assez pour être indépendante. Alors l'État a décidé de débloquer un plan d'investissement. 100 millions d'euros pour rattraper notre retard dans la production de ces protéines végétales. Des cultures difficiles à faire pousser. Gonzague Pro, agriculteur près de Saint-Quentin, s'en est rendu compte. Il tente de faire pousser du soja depuis 2 ans. Là, sur la parcelle que vous voyez là devant, il y avait du soja. Il n'a pas réussi. On a eu plein de soucis ensuite, des accidents climatiques, nuisibles, beaucoup de dégâts nuisibles. Même avec la main verte, pas simple de changer de culture du jour au lendemain. Surtout lorsqu'il faut en plus investir dans des outils spécifiques. Le soja, il faut le triturer. Il faut le décortiquer. Il faut aller chercher la protéine. Et on n'a pas d'outils industriels dans nos régions. Le plan doit permettre à ces agriculteurs d'investir et développer ces cultures de plus en plus utilisées pour nourrir la population, comme le bétail. D'ici 2030, le gouvernement veut doubler la production de protéines végétales et atteindre 2 millions d'hectares, soit 8% de la surface agricole. Il y a urgence, car la France ne produit que 500 000 tonnes de soja, alors que nous en importons plus de 3 millions chaque année, principalement d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est scandaleux que la France et l'Europe dépendent des importations de soja brésilien. C'est ça la réalité.
Et ça fait 50 ans qu'on a un système organisé. Une question de souveraineté, mais aussi d'environnement. Ce soja que nous importons souvent du Brésil provient de cultures intensives. Elles sont souvent la cause de la déforestation de l'Amazonie. Je suis Taïf Bourg, le correspondant de France 24 à Abidjan. Je couvre l'actualité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Retrouvez-moi dans le Journal de l'Afrique et dans les journaux de France 24. Taïf Bourg, l'un des 240 journaux de France 24 dans le monde. La météo, avec la cure thermale du Mont d'Or pour les douleurs articulaires. Gène thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.